Il est vrai que mon âme est dans la tristesse. Tout à l'heure encore, j'ai vu passer 2 enfants qui descendaient tout seuls par le sentier là-bas. Le plus grand traînait l'autre. Il criait « j'ai faim, j'ai faim ». Je les entendais d'ici. Je leur ai donné tout mon pain, mon manger de midi, mon manger de 4 heures. Ils se sont jetés dessus comme des bêtes. Et leur joie m'a fait mal parce que tout d'un coup, malgré moi, j'ai compris, j'ai vu, j'ai pensé à tous les autres affamés qui ne mangent pas, à tous les malheureux qui ne sont pas consolés. J'ai pensé au pire de tous, aux derniers, aux extrêmes, à ceux qui ne veulent pas qu'on les console, qui ne veulent plus rien recevoir. Comment donner à celui qui ne veut plus rien recevoir ? J'ai senti que j'allais pleurer, alors j'ai tourné la tête. Parce que je ne voulais pas leur faire de la peine, à ces deux-là, du moins. Je leur ai donné mon pain, la belle avance. Ils auront faim ce soir, ils auront faim demain. Jeûner, je ne serais rien. On jeûnerait tout le temps si ça servait tout le temps. Leur père a été tué par les Bourguignons. Et là, c'est pas même par des Anglais. On n'a pas besoin des Anglais pour massacrer les Français. Leur mère, hélas. Leur mère a été tuée par les soldats. Tous les deux, ils ont échappé. Ils ne savent pas comment, ils ne le sauront jamais. C'est le plus vieux qui m'a dit tout ça quand il avait fini de manger, avant de repartir. Les voilà repartis sur la route affameuse, dans la poussière, dans la boue, dans la faim. Qui leur donnera, mon Dieu, qui leur donnera le pain de chaque jour ? Je ne peux pourtant pas donner toujours, je ne peux pas donner tout, je ne peux pas donner à tout le monde, je ne peux pourtant pas faire donner aux passants tout le pain de mon père. Et même alors, est-ce que ça paraîtrait, dans la masse des affamés, pour un blessé que nous soignons par hasard, pour un enfant à qui nous donnons à manger, la guerre a fait infatigable, on fait par centaines, elle et tous les jours, des blessés, des malades et des abandonnés, tous nos efforts sont vains, nos charités sont vaines. La guerre est la plus forte à faire la souffrance. Alors, maudite soit-elle, et maudit ceux qui l'ont apportée sur la terre de France. Et puis, qu'est-ce que ça lui fait, mes malédictions ? Je pourrais passer ma vie entière à la maudire du matin au soir, et les villes n'en seront pas moins efforcées, et les hommes d'armes n'en font pas moins chevaucher leurs chevaux dans les blés vénérables. J'aurais mieux fait de filer, tranquille. Tant qu'il n'y aura pas eu quelqu'un pour tuer la guerre, nous serons comme les enfants qui s'amusent en bas dans les prés à faire des digues avec la terre. La Meuse finit toujours par passer dessus, un jour ou l'autre. « 461e sociétaire du théâtre français, Catherine Salvia y entre en 1969 après avoir été élève de Raymond Girard et de Fernand Ledoux au conservatoire. Elle s'illustre chez Molière et Marivaux, puis participe à la célèbre villégiature de Strehler, aux côtés des grands comédiens de l'époque. En 1988, elle reçoit un Molière pour son interprétation de Sœur Constance des dialogues des Carmélites de Bernanos. Sociétaire honoraire de la maison depuis 2006, elle est régulièrement revenue jouer sur les planches de la salle Richelieu. Dès l'enfance, l'art ne vous est pas étranger puisque votre mère, après une carrière dans le corps de ballet de l'Opéra de Paris, est assistante maître de ballet auprès de Serge Liffard. Quels sont les souvenirs que vous gardez de cette enfance dans le Paris des années 1950, au sortir de la guerre, et de vos premiers rapports à l'art ? On aimait beaucoup le spectacle, ma sœur et moi, et puis avec maman, on est allés très petite à l'opéra pour voir des opéras. Le premier que j'ai vu, c'est Faust, et ça m'a marqué pour la vie. Avec l'histoire, les voix merveilleuses. Au début, avec ma sœur, on faisait les imbéciles dans la loge. Et puis au fur et à mesure, petit à petit, notre oreille s'est assagie. Et on a écouté de mieux en mieux l'opéra. On est devenu folle d'opéra. Donc il y avait l'opéra, il y avait la danse, bien sûr, les grandes danseuses, les grands danseurs de l'opéra, la comédie française. On a été très très jeunes aux matinées classiques de la comédie française et on a été un peu baignés là-dedans. Donc on était plutôt littéraire que mathématicienne. Vous êtes également la filleule de Marcel Achard, académicien et dramaturge de l'entre-deux-guerres, célèbre pour ses pièces empreintes de fantaisie. Votre entourage était sans doute alors composé de figures majeures du monde artistique. Y a-t-il eu pour vous des rencontres particulièrement marquantes ? Des grands danseurs, Serge Liffard, Yvette Chauviré, étoile de l'opéra, des comédiens, Robert Hirsch, Jacques Charon, les grands de la comédie française. J'ai été à la réception de mon parrain, Marcel Achard, à l'Académie française. Alors quand on est petite fille, on regarde les ors des palais, et tout ça, c'était magnifique. Ma sœur et moi, on a eu une enfance très heureuse.
En 1950, vous faites vos premiers pas en tant que spectatrice à la Comédie Française, puisque vous évoquez le souvenir particulièrement fort d'un bourgeois gentilhomme mis en scène par Jean Meillard. Vous allez aussi à Garnier, où vous êtes tour à tour émerveillé, entre autres, par la Gisèle d'Yvette Chauviré et le Faust de Gounod. Il y a aussi Robert Hirsch, Jacques Charon, Maria Callas. Qu'est-ce qui fait selon vous qu'un spectacle est mémorable ? C'est l'émotion. Tout d'un coup, ça vous parle dans votre vie. L'art, c'est l'émotion. C'est la peinture, ça peut être bien peint. Si ça ne suscite aucune émotion, heureusement, nous ne sommes pas pareils et nous ne sommes pas des robots. Et voilà, nous sommes des gens de chair et de sang, et nous ressentons ou pas, c'est le cœur qui est important. Faire des études de théâtre n'était pourtant pas une évidence, puisque vous vous essayez à divers passe-temps, comme la danse, le chant, le trapèze. Ce sera peut-être le journalisme ou les langues, puisque vous entreprenez des études d'espagnol. Qu'est-ce qui, finalement, vous a conduit vers le théâtre et quelle part votre entourage a-t-il joué dans ce choix de devenir comédienne ? Les parents sont formidables. Passe ton bac d'abord, ce qui est totalement normal. Et puis après, fais ce que tu veux. De toute façon, tout est difficile. Alors, il faut faire ce qu'on aime. Il faut, en plus, si on gagne sa vie avec, ça c'est formidable. J'ai adoré l'école. Mais j'étais très moyenne. J'arrivais pas, et j'étais de la bonne volonté, mais j'étais pas très bon élève. J'ai adoré l'ambiance de l'école et tout ça, le lycée, les camarades. Il y avait que des filles, mais c'était vraiment une grande amitié. Alors après le bac, que faire ? Alors, comme j'aimais beaucoup les livres, j'aimais beaucoup les voyages, journaliste, maman me dit passe un examen de quelque chose que tu aimes. Alors j'ai passé l'examen de bibliothécaire à la Cato et j'ai été refusée. Voilà. Moi quand je suis refusée, je fais je vais ailleurs. C'est pas un drame, c'est comme ça. Après, j'ai fait je me suis dit alors licence d'espagnol, pourquoi ça peut servir, voilà. Donc j'ai eu ma licence d'espagnol, mention passable. Enfin comme ça je dis j'ai eu ma licence avec mention. En même temps, je faisais tout mal, mais l'équitation, l'escrime, le mime, le trapèze. Maman me disait, ne te disperse pas. Mais moi, c'est ce que j'aime. Un petit peu de tout, je trouve ça pas mal. Maman donnait des cours de maintien, d'expression corporelle, de maintien, de danse, si on veut, pour les élèves des cours privés, dont Jean Périmoni, Jean-Laurent Cochet, Raymond Girard. Et comme j'étais très timide, elle m'a dit, écoute, va chez Raymond Girard, il est très gentil et tout ça. Je disais, oh non, pas avec les autres, quelle horreur. Et Raymond Girard, tous les samedis matins, il me donnait des cours particuliers. Alors je faisais les princesses de tragédie, que je n'ai jamais jouées, sauf Aricie dans le de Phèdre. Mais sinon, je laissais encore, quoi. C'est ça l'extraordinaire. Et alors après, il m'a dit, écoute, allez, de mon cours, je présente certaines élèves au conservatoire. Passe le don, ça fait rien, il y en a la moitié de reçus sur 500, tu l'auras peut-être pas, c'est pas grave, et tout ça. J'ai été reçue la 250e. Deuxième tour, j'ai été reçue, et puis j'ai été reçue à l'unanimité au troisième tour. J'ai laissé tomber le professorat d'espagnol, j'avais un poste, mais j'ai déclaré forfait, et puis voilà. Vous dites justement avoir pris part à de nombreuses activités que vous faisiez, mais que vous faisiez mal. La pratique du chant, la pratique de la danse, la pratique du mime, vous ont-elles quand même permis de mieux interpréter certains rôles ? Tout sert. Ça devrait être obligatoire à l'école. La danse, le chant, même le théâtre. On en a besoin même pour une charcutière ou une boulangère. Bonjour madame, qu'est-ce que vous désirez ? Une baguette ? Si on fait... on comprend rien, on a besoin de s'exprimer, après les gens choisissent ou pas, mais on a besoin de bien se présenter, et ça, bien se présenter, c'est bien d'avoir des cours de théâtre. Vous fréquentez donc les cours de Raymond Girard, où vous rencontrez Nicolas Silberg, puis vous vous présentez au conservatoire. Vous avez travaillé avec de grands professeurs comme Fernand Ledoux. Qu'est-ce qui distinguait leur manière d'enseigner et comment cela a-t-il influencé votre jeu ?
Tous les professeurs n'étaient pas exceptionnels au conservatoire. Moi, j'ai eu la chance d'avoir le meilleur, c'est-à-dire Fernand Ledoux. Il vous parle au cœur et peut-être que c'était un peu incompréhensible. Je me souviens avec Nicole Calfan, on se disait oh, je comprends rien, mais ça fait rien. On emmagasinait et maintenant on comprend. Parce qu'il nous donnait des choses de vie, des sentiments. Quand on travaillait des scènes de Musset, il nous donnait des codes, dire « Ah, mais ça veut dire ça !» « Ah, mais oui !» Et tout d'un coup, ça s'ouvrait les scènes, quand on faisait « gna 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 », tout d'un coup, les scènes s'ouvraient, une chose qui nous parlait au cœur. Je crois que c'est ça, c'est de nous parler au cœur. Quand vous travaillez un rôle, quelle place accordez-vous à la technique par rapport à l'intuition et à l'émotion dans votre manière de jouer? C'est la base, c'est comme en russe l'alphabet cyrillique, c'est la base. Bon, faut le faire. La base, c'est le texte. D'abord, il faut savoir très très bien son texte. Et pour savoir un texte, il y a le secret, il faut l'apprendre. Voilà. Apprendre un texte, c'est très rébarbatif, pour pas dire un mot grossier. Mais alors, quand on le sait, c'est merveilleux. Moi, je vous dis, j'ai des tirades que j'ai eues en 1966, même avant 65, que je sais toujours, et que j'ai pas revues depuis. Je peux vous les dire comme ça. Par exemple, il y a un comédien qui s'appelle Pierre Vial. Il a beaucoup travaillé avec Antoine Vitesse. Et là, en ce moment, en 2025, il est en EHPAD et il a Alzheimer. Et il y a un petit collectif avec Dominique Parent, Laurence Stocker, François Gillard. On va chacun son tour voir Pierre Vial parce que il a dans ses mains, il a 2 feuilles. Il lit, comme il oublie, il lit les feuilles au fur et à mesure. Et l'autre jour, je suis venue et j'ai dit « Bonjour Pierre ». Il m'a regardé. Il avait 2 feuilles de l'école des femmes dans ses mains. Il m'a regardé. Mais il ne m'a pas reconnu, bien sûr. Il m'a dit « Quelle nouvelle ?» Et je lui ai dit « Le petit chat est mort. » Il m'a regardé, il m'a dit « Ah, c'est dommage, mais quoi, nous sommes tous mortels et chacun est pour soi. » Et je me suis assise à ses genoux et nous avons fait cette scène que je n'avais pas jouée depuis le festival de Sarlat en 1970. On connaît bien Agnès et Arnolphe de l'école des femmes, mais lui, il lisait le rôle d'Arnolphe, et moi j'étais à ses genoux, et je disais Agnès. Et puis après il m'a dit, ça vient bien. Que... Voilà. Puis après il m'a dit, sois audacieuse. C'est magnifique, quoi. Ça parle au cœur, quoi. L'art, ça doit parler au cœur. Vous êtes engagé dans un contexte particulier. Cette année-là, en 1968, le traditionnel concours de sortie permettant à la Comédie Française de recruter ses nouveaux pensionnaires est annulé. Et suite à un concours de recrutement interne de la compagnie, cette même année, vous êtes recalé. La Comédie Française était-elle un rêve? Et avoir été recalé à ce premier tour, est-ce que c'était une désillusion pour vous? Oui, c'est le nec plus ultra du théâtre. Franchement, oui, il y avait Chaillot, mais moi j'étais plutôt Comédie Française, classique, où j'étais d'ailleurs je suis toujours, moi j'aime bien les choses modernes qui sont bien. Pour moi la Comédie Française c'était un rêve. Je me disais non, c'est pas possible, non, ce sera jamais possible. J'ai passé le premier tour de l'examen pour rentrer au Français, j'ai été recalée. Je me suis dit bon très bien, passons à autre chose, je ne rentrerai pas à la Comédie Française et ce n'est pas grave. Et puis l'année d'après, le concours est rétabli et j'ai un premier prix et je suis engagée. Vous voyez le paradoxe de tout ça, vraiment j'étais abasourdie. Quel rapport avez-vous entretenu avec vos aînés à la Comédie Française? Très bien, respect, parce qu'avant, les sociétaires, c'était des sociétaires, c'était des gens plus âgés. On entre à la Comédie Française comme pensionnaire, comme novice dans un couvent, si vous voulez. Puis après, on est nommé sociétaire si on plaît, ou de quelques années. Voilà, et donc on avait beaucoup de respect, on entrait jeunes, et les sociétaires étaient des gens plus âgés. Et alors on avait un grand respect pour eux, et puis une grande admiration, bien sûr. Quand vous êtes arrivé à la Comédie Française, il y avait des monstres sacrés du théâtre. Parmi vos aînés, qui sont ceux que vous admiriez le plus? Charon, Robert Hirsch, Hélène Perdrière, Denise Noël,
Lise de la Mare, des noms qui ne disent plus rien aux jeunes de maintenant, mais on les voit dans les films noirs et blancs. Par exemple, le film Les Grandes Familles, vous voyez Gabin, bien sûr, Jean Gabin, mais qui n'était pas au français, mais vous voyez Louis Seigné, qui est un monstre de talent et de simplicité. C'est très 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 moderne. Et il y a René Faure, il y avait François Seigné, que des gens exceptionnels. Quelles sont les amitiés que vous y avez nouées et qui sont les camarades qui vous ont marqué pendant ces 36 années ? C'est-à-dire, j'avais côtoyé déjà, parce que je faisais des petits rôles en tant qu'élève du conservatoire. J'avais joué Salomite dans Athalie. Et donc, je connaissais déjà quelques comédiens de la Comédie Française, mais avec respect et tout ça. Et ils étaient contents bienvenue. J'avais fait aussi une tournée avec Alain Pralon, avec Myriam de Colombie, avec Pierre Dux. Et voilà, ceux que je connaissais, voilà, ils étaient très contents que je sois dans la troupe. Puis les autres, puis Geneviève Casil, Michel Duchossois, tout ça, c'est... Les tournées représentent justement une occasion privilégiée de renforcer l'esprit de troupe, de tisser des liens plus étroits avec ses camarades, tout en découvrant d'autres paysages et d'autres cultures. Vous avez participé à plusieurs d'entre elles, le Malade imaginaire au Canada et en Amérique du Sud, le Don Juan de Jean-Luc Boutet au Lycéo de Barcelone, et même l'URSS avec le Misanthrope mis en scène par Jean-Pierre Vincent. Quel est le souvenir que vous gardez de ces différentes tournées ? L'Amérique du Sud et le Canada, on était une jolie troupe de garçons et filles du même âge, donc on s'est bien amusé. C'est tellement l'idéal pour visiter un pays, d'y aller en travaillant, parce qu'on connaît les gens de là-bas, de visiter des sites qu'on ne visiterait qu'en groupe, tout ça, c'est merveilleux. Et puis surtout, moi j'ai une passion pour la Russie. Alors d'aller en URSS, même avec ce régime effrayant, ça n'a aucune importance. Moi ce que j'aime de la Russie, c'est la terre et les gens. Et le Don Juan à Barcelone, devant 3000 personnes, lycéo, merveilleux. Puis aussi, j'ai une passion aussi pour l'Espagne, oui, vraiment. Puis Barcelone, où j'ai plein d'amis. Ça, c'est une chance, quoi, une chance étonnante. Si vous deviez expliquer à quelqu'un qui ne connaît pas ce qu'est la Comédie Française, comment décririez-vous les grandes lignes de son histoire ? C'est un homme qui est né en 1622, Jean-Baptiste Poquelin dit Molière, qui se dit « Tiens, je vais faire une troupe de théâtre parce que j'aime le théâtre, l'illustre théâtre. » Alors, il écrit des pièces, il a une protection du frère du roi, puis après il a une protection du roi, et il meurt en 1673, et Louis XIV décide en 1680 de réunir deux troupes, une troupe de tragédiens, des comédiens de l'Hôtel de Bourgogne, et une troupe de comédiens, ceux de Molière. Voilà, c'est unique au monde. La façon dont on joue et comprend Molière maintenant est-elle la même qu'à votre époque et qu'à son époque ? Non, on joue Molière en jean, mais pourquoi pas ? Alors, c'est affreux ce que je vais dire. Certaines pièces, pas d'autres, hein, mais par exemple Le Malade imaginaire, le Bourgeois gentilhomme, enfin d'autres, même mal joué, ça fait rien, ça fait rire quand même, ça passe. Ils traitent de tous les problèmes, et dans tous les pays du monde, il y a des réactions incroyables. Par exemple, en tournée en Afrique, ça s'est très mal passé. Souvent, les pièces de Molière finissent par la jeune fille épouse celui qu'elle aime. Et là, en Afrique, c'est pas possible. Dire comment aller contre l'avis du père. Et il y avait des émeutes. À l'école, on présente souvent Marivaux comme le Molière du XVIIIe siècle. Quoi qu'il en soit, ils incarnent tous deux la comédie française classique. Votre préférence va à Marivaux. Pourquoi ? J'aime beaucoup tout, hein, mais Marivaux, c'est le plus difficile. C'est pas possible d'être mal joué. Il faut des comédiens extraordinaires pour jouer Marivaux. Et une mise en scène. Il faut un tout. Quand c'est mal joué, on dit « Oh, c'est du marivaudage » péjorativement, et on a raison, parce que ça veut rien dire quand c'est mal joué. Alain Françon a mis en scène, avec surtout la magnifique Georgia Scalier, et les fausses confidences. Et surtout, les fausses confidences,
c'est plus facile, moins difficile. Mais La seconde surprise de l'amour, c'est une pièce très très difficile. Très très difficile. Et quand c'est bien joué, quand c'est joué comme ça, mais c'est une merveille. Et ça devrait être toujours comme ça, quoi. La mise en scène la plus célèbre de la villégiature de Goldoni, c'est incontestablement celle de Strehler en 1978, avec les costumes et les décors de Frigerio et de Squarciapiano. Une distribution mémorable où vous êtes Vittoria, la sœur de Claude Giraud, et la fiancée de François Beaulieu, aux côtés de Ludmilla Michael, Pierre Dux, Denise Jans, Jacques Serres et Catherine Yegel. Selon vous, pourquoi Strehler était-il un aussi grand metteur en scène, et qu'est-ce que vous attendez-vous d'un bon metteur en scène ? Écoutez, je pense que tout le monde est pareil. On attend. On est tout oui, on attend. Le metteur en scène, c'est Dieu. Il arrive et on l'écoute. Alors quelquefois, ça va pas parce qu'il y a des metteurs en scène qui disent que c'est aucun intérêt. Et Strehler, alors c'est quelqu'un qui n'était pas spécialement sympathique, parce que quelquefois on fait « Oh, ils sont sympas ». Non, il était très comme ça rigoureux. Mais alors, il nous parlait, il nous disait « Mais c'est simple. C'est simple. Et voilà, elle est là, comme ça. » Puis il nous expliquait, un peu comme Fernand Ledoux, quoi. Fernand Ledoux, c'était pas pareil. Il y avait une empathie avec nous. Voilà, c'est pas pareil. Mais moi, Giorgio Strehler, je crois qu'il m'aimait bien. Et je l'ai adoré, quoi. Mais on était comme ça. Et je me souviens, on arrivait à 9h du matin pour se mettre en costume de répétition, mais qui était la réplique même de nos costumes qu'on mettrait à la première, en toile de répétition. Et après, on regardait nos montres et on faisait « Il est minuit !» On était de 9h à minuit, on s'en rendait même pas compte. Alors qu'avec d'autres metteurs en scène, on se dit « Oh là là, il est que 2h, mon Dieu, quelle horreur !» Voilà. Comment s'est passé le travail de la villégiature et quel est le souvenir que vous avez gardé de vos partenaires dans cette pièce-là ? C'était une merveille. J'avais une grande scène avec Ludmilla, Michael. C'était un rêve de faire les deux rivales. Quand on s'aime bien et qu'on se connaît bien, de jouer deux rivales et de s'envoyer des pics, c'est une merveille. C'est vraiment extraordinaire. Et puis Claude Giraud, que j'ai beaucoup apprécié. Et puis Pierre Dux, qui jouait le père, qui n'était pas toujours facile, mais... Et Jacques Serres, mon grand ami Jacques Serres. Ah oui. Une expérience inoubliable. Dans l'interprétation d'un personnage, quelle est la part qui revient à la direction du metteur en scène et celle que vous apportez ? Je reviens à Strehler. Strehler, il disait, mais le personnage, c'est toi. Alors qu'il l'avait monté avec plein d'autres comédiennes. Et alors tout d'un coup, la confiance qu'il nous donnait, mais animé de la confiance, on va au bout du monde. Tout d'un coup, on se dit, ah mais oui, mais c'est toi qui es là, c'est toi, le personnage, c'est toi. Donc les paroles sont les tiennes, avec les sentiments, les situations, mais c'est tout. Il dit, mais c'est simple. Il nous disait, mais là, tu peux aller là. Et puis par exemple, il disait, ah, tu vois le personnage, ben, tu vois, tu es comme ça, tu es comme ça. Eh ben c'est ça le personnage, c'est toi qui es comme ça, c'est ça. On dit, oui, En 1988, Gildas Bourdet vous dirige dans Dialogue des Carmélites de Georges Bernanos, qui vous vaut un Molière de la meilleure comédienne dans un second rôle pour Sœur Constance de Saint-Denis. Vous évoquez un coup de foudre pour cette œuvre. Pourquoi ? J'aime énormément l'histoire. Je suis née un 21 janvier, c'est-à-dire le jour de la mort de Louis XVI. J'ai été marquée et je suis passionnée de voir la conduite des gens qui sauvent d'autres gens pendant des périodes, par exemple pendant la Terreur, pendant la Révolution et tout ça. Je suis obnubilée par ça. Cette période-là me fascine. Et donc, très tôt, les premières choses que j'ai lues, d'abord, mon premier bouquin que j'ai lu, c'était Les Compagnons de Jéhu de Dumas.
ça m'a vraiment ça m'a marqué. Et puis après, j'ai lu Bernanos, qui n'est pas trop facile quand même. Et tout d'un coup, j'ai eu un coup de foudre pour Bernanos. Je l'ai passé au cours, je l'ai passé au concours, je l'ai passé, j'ai tout le temps passé parce que je voulais dire les mots de Bernanos en public. Donc le concours pour moi, ça a été, je vous loue la salle du conservatoire pour dire ce que j'ai à dire dans les dialogues des Carmélites. Vous disiez avoir souhaité jouer ce personnage depuis longtemps. Comment s'est déroulé le travail sur ce rôle, de la préparation jusqu'aux représentations ? Ça a été très difficile, parce que Gildas est un être, et pas un être simple, et donc voilà, ça a été dur. Ça a été dur, mais on y est arrivé, parce que même si on est contre l'œuvre, de toute façon, pourquoi on monte une œuvre comme ça, si on ne l'aime pas, on n'a qu'à pas la monter, enfin bref. Donc il a été dur, mais Bernanos est plus fort. Donc Bernanos a gagné, voilà. À propos du Molière, quelle importance attachez-vous à ce genre de récompense ? On est très heureux, et puis le lendemain c'est oublié, quoi. Enfin, pour les autres. Mais on est content, on met son Molière sur sa cheminée, voilà. Quel est votre rapport à la critique ? Moi, je lis toutes les critiques. Il y a des gens qui disent « Oh non, je ne veux pas ». Moi, je lis toutes les critiques. Et quand j'en ai des mauvaises, je les agrandis et je les colle au mur. Dans Le Misanthrope, quand j'ai joué Célimène. Elle a l'air d'une pintade. Bon, voilà. J'ai joué Ondine en alternance avec Isabelle, à Gianni, donc il n'y avait aucune comparaison à faire, vraiment. Isabelle était un petit miracle, et moi je l'ai joué et j'étais ravie de jouer Ondine. Et à la dernière, donc on le jouait plus. Et ben un critique a mis que j'avais avec un petit air chafouin. C'était sûrement vrai, hein, parce qu'il y a toujours du vrai dans les critiques. Mais je me dis, mais il a que ça à dire. Oui, il y a souvent des mauvaises critiques, ben voilà. Mais je trouve ça une très bonne thérapie de l'agrandir et de le coller au mur. Parce qu'après, comme dit Talleyrand, tout ce qui est excessif est sans portée. La foi est un motif qui revient fréquemment chez vous. Sœur Constance n'est d'ailleurs pas le seul personnage chrétien que vous ayez joué. Il y a aussi eu les rôles titres du mystère de la charité de Jeanne d'Arc, de Peggy, l'annonce faite à Marie de Claudel, et dans une moindre mesure, Sainte-Jeanne de Georges Bernard Shaw au Conservatoire. Incarner des personnages de foi chrétienne a-t-il nourri votre propre cheminement spirituel ? Et est-ce que votre foi personnelle a enrichi votre interprétation des rôles ? J'ai joué aussi Mère Teresa, après mon départ de la Comédie Française. Et alors, un jour, il y avait un bord de scène, comme on dit, puis il y a un garçon il y a quelqu'un qui dit « Avez-vous la foi ?» Et il y a un garçon qui a fait « On s'en fout !» J'ai dit « Monsieur, vous avez totalement raison. On s'en fout. C'est pas parce qu'on a la foi qu'on va mieux jouer. Alors là, sûrement pas. Et le contraire aussi, quelqu'un qui n'a pas du tout la foi peut être exceptionnel. Ça n'a rien à voir. Le théâtre, c'est le théâtre. Et ce qu'on ressent, alors évidemment, quand on a la foi, ou peut-être on a un bonheur en plus pour se dire ça me fait plaisir de jouer tel rôle, parce que je dis des mots que je ne pourrais pas dire, que je pense, mais qu'un auteur a su mieux que moi traduire. Mais c'est la seule chose, c'est le plaisir de se dire « Ah, je suis contente de jouer ça, c'est tout ». En 2006, votre contrat de sociétaire n'est finalement pas renouvelé et vous quittez la Comédie Française après 36 ans de maison. Vous devenez sociétaire honoraire, titre qui vous permet de rejouer avec la troupe, comme ce fut le cas à de multiples reprises, pour la double inconstance d'Anne Kessler ou le Peer Gynt d'Éric Ruff, et dernièrement pour le 36 chandelles dans la Maison de Molière, qui se base sur votre propre carrière. Comment vous sentiez-vous en quittant l'institution et comment envisage-t-on la suite de sa carrière après tant d'années ? Les comédiens qui font des scandales quand on les remercie, ils ont bien tort. Ils n'ont qu'à relire leur contrat. C'est marqué
Vous êtes engagé, renouvelable, 5, 10, 15, 20, hein, au bout de 30 ans, tous les ans. On est remis en question par tacite de reconduction. Donc, chaque année est un bonus. Si on arrive jusqu'à 30 ans de comédie française, c'est formidable. Et puis moi, j'en ai eu 6 de plus. C'est extraordinaire parce que, de toute façon, il y a 40 sociétaires, il faut que les jeunes soient admis aussi. Alors, s'il y a 40, il faut qu'ils en sortent de leur plein gré, qu'ils soient remerciés ou qu'ils en meurent. Ça, c'est normal. Donc voilà, donc j'ai été remerciée et j'ai eu 6 ans de rab. Je trouve ça extraordinaire, c'est très très bien. Je me suis dit, bon, maintenant, je sors de la Comédie Française, personne ne m'attend. Dans un an, si je n'ai rien du tout, je vais appeler Daniel Darès et sa femme, qui était directeur et directrice du Théâtre Antoine, qui m'aimait bien, voilà. Et ben, j'ai même pas eu l'occasion de les appeler. C'est tombé, ça fait presque 20 ans que ça tombe tout le temps. Des rôles comme ça. Et je prends. Et je me dis, quand ça s'arrêtera, ça s'arrêtera. On va pas non plus, c'est normal, c'est normal. Qu'est-ce que vous ont appris toutes ces années au Français ? C'est une école de vie, de vie avec les autres, et puis de bonheur, quoi. J'en tire que du bonheur. Avez-vous déjà refusé un rôle et pourquoi ? Il y a des rôles très très bien qui ne me plaisent pas. Moi, je ne fais que ce que j'aime. Et il n'y a rien au monde qui peut me... j'ai la chance de pouvoir faire ce que j'aime. Alors voilà. Donc oui, j'ai refusé un courte ligne qui ne me plaisait pas du tout. On m'a dit, quand même, tu refuses. J'ai dit, oui, je refuse parce que ça ne me plaît pas. Je ne vais pas jouer quelque chose qui ne me plaît pas. Et au cinéma ? Au cinéma, je suis assez peu demandée, mais que j'en ai fait quand même. Et alors, je trouve... je crois que j'ai échappé... j'ai pas fait une carrière au cinéma, mais merci mon Dieu, parce que ce qu'on demande quand on est jeune et jolie et tout ça, c'est terrible. Mais c'est terrible. Des scènes, on fait, oui, mais le rôle est extraordinaire, tu vas pas refuser parce qu'il y a une scène de nu, de machin comme ça, tu vas pas refuser pour ça. Non, je veux pas, non. Et heureusement, on m'a pas demandé de faire ça, mais je me souviens dans le film d'Édouard Molinaro, il y avait évidemment, alors j'étais jeune et jolie, et il y avait une scène, elle se déshabillait, j'ai dit, non, ça non. Il m'a dit, alors Édouard Molinaro m'a dit, si elle est en maillot de bain, d'accord. Et alors dans ma tête, je me suis dit, zut, régime, gymnastique, oh là là. Et puis après, il m'a convoqué, puis il m'a dit, écoute, voilà, je voudrais te dire quelque chose, le film, tu le fais, mais est-ce que ça t'embête d'être doublé par quelqu'un, par une fille qui se mettra à poil, mais de dos? Je m'en fous complètement, du moment que c'est pas moi. Donc, il y a une scène de nu, c'est pas moi. C'est quelqu'un d'autre. Quels sont vos projets ? En octobre, je fais le 10 octobre, je refais mon monologue que j'ai beaucoup promené, qui s'appelle L'Analphabète, de Agota Christophe, mise en scène par Nabil Elazan. Ça fait longtemps que je l'ai, et je le redis, c'est un petit bijou. Et 2 jours après, je fais Paroles sacrées, ce que j'ai fait à Avignon, c'est-à-dire les 3, Claudel, Bernanos, Peggy, que des textes magnifiques, voilà. Et puis après, j'ai la tournée de Cyrano de Bergerac, en novembre, avec Édouard Baird. Pour finir, quel regard portez-vous sur votre carrière et qu'aimeriez-vous qu'on en retienne ? Pour moi, c'est que du bonheur, et de la chance d'avoir fait tout ça. C'est mieux de faire que ce qu'on aime, finalement, parce que tout est dur, tout est à problème, autant avoir des problèmes dans ce qu'on aime.